Donc j'ai intitulé ma présentation Mise en œuvre de la compensation écologique, défis organisationnels et rapports de pouvoir. Parce que, bon, comme chacun sait, la compensation pose des questions techniques et écologiques qui font l'objet de débats et de travaux scientifiques. Mais ce que je vais essayer de montrer, c'est que, à côté de ces défis écologiques, la compensation rencontre aussi des défis plutôt d'ordre organisationnel et politique. Alors, donc les résultats que je vais vous présenter sont issus d'un projet de recherche qui a été conduit ces 2 dernières années, notamment avec Luc Semal, et qui était dans le cadre d'un programme du ministère, enfin de l'Environnement, qui s'appelle ITECOP. Et donc, dans cette recherche, on a abordé la compensation en tant qu'instrument d'action publique. Donc, ce qu'on appelle un instrument d'action publique, c'est un dispositif à la fois technique et social qui réorganise les rapports sociaux entre les pouvoirs publics et les acteurs autour d'un problème pour lequel il a été conçu. Donc, notre étude de la compensation a consisté à analyser cette réorganisation des rapports sociaux autour du problème de l'artificialisation des espaces naturels et agricoles. Alors, une des hypothèses théoriques derrière la sociologie de l'action publique et des instruments, c'est que l'instrument va être efficace lorsque, dans cette réorganisation des rapports sociaux, il va renforcer les acteurs et les actions qui partagent son objectif. Donc, ce qui nous a intéressé en particulier, c'était d'évaluer dans quelle mesure la compensation renforce ou affaiblit les acteurs et l'action environnementale, visant à réduire les impacts de l'artificialisation. Alors, juste 2 mots de méthode pour que mes résultats apparaissent comme un peu concrets, même si je ne reviendrai pas dans le détail. Donc, c'était un projet qui était basé sur des études de cas d'infrastructures linéaires. Donc, juste, il faut peut-être dire que les infrastructures linéaires, c'est un peu un cas particulier dans la compensation parce que c'est en général celle où il y a le plus de mesures compensatoires. Et puis, ce sont aussi des projets qui sont très soutenus politiquement. Donc, c'est des caractéristiques un peu particulières. Et ces études de cas ont été abordées par une approche qualitative, donc avec une analyse documentaire allant des textes de loi aux arrêtés préfectoraux sur les projets, et puis une enquête qualitative également conduite au niveau projet, donc avec les acteurs impliqués, jusqu'à, en gros, la communauté de la compensation en France. Alors j'en viens maintenant à ces défis organisationnels et politiques qui s'ajoutent aux défis écologiques de la compensation. Et je vais me focaliser sur 2 de nos résultats dans ce sens. Donc ce sera d'abord l'inflation des coûts organisationnels nécessaires et puis un principe de réalisme qui sous-tend la mise en œuvre de la compensation. Alors, en fait, pour comprendre ce qu'on a appelé l'inflation des coûts organisationnels nécessaires, il faut mettre en regard différents éléments de contexte. Donc, le premier, ça a été pas mal évoqué dans ces 2 journées, c'est le renforcement, en tout cas un apparent renforcement du cadre réglementaire de la compensation depuis sa mise en œuvre. Et ce qui nous intéresse de montrer ici, pour nous, c'est que ces renforcements de procédures conduisent à une augmentation des moyens humains nécessaires pour les appliquer correctement. Alors, je prends en exemple le suivi des mesures compensatoires obligatoires depuis 2012. Donc, ça implique que pour chaque projet instruit, pour chaque nouveau projet instruit, il y a un nouveau dossier à suivre sur le long terme et éventuellement des réajustements à faire avec le maître d'ouvrage. Donc, pour les agents dans les administrations, ça augmente le pool de dossiers à suivre. Autre exemple, l'autorisation unique qui s'est généralisée début 2017 et qui était à la base présentée comme une simplification des procédures. En fait, si on veut l'appliquer correctement, ça implique des échanges interservices, donc encore une fois, une augmentation du travail pour les agents. Et puis, donc, il faut anticiper, en tout cas, il y a un potentiel... une potentielle augmentation des besoins humains avec des décrets d'application à venir dans le cadre de la loi biodiversité. Donc au total, on a un renforcement des procédures, ce qui peut être vu comme positif pour une compensation ambitieuse. Simplement, il faut prendre en compte que ça augmente les besoins humains nécessaires pour les appliquer. Donc, deuxième élément de contexte, c'est la dynamique de l'aménagement qui, bien qu'elle ait ralenti, reste une des plus fortes d'Europe. Donc, si on s'intéresse en particulier à la politique des infrastructures de transport, c'est une politique qui a officiellement pris le tournant du développement durable depuis le Grenelle de l'environnement.
avec comme priorité l'entretien du réseau existant. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt les nouveaux projets qui bénéficient du plus grand soutien des pouvoirs publics, et les infrastructures de transport restent le deuxième facteur d'artificialisation. Donc, la généralisation de la compensation, dont j'ai parlé plus haut, plus la dynamique d'aménagement qui reste soutenue, ça va inexorablement conduire à une augmentation des dossiers à instruire et à suivre sur le long terme. Et puis, cette augmentation des besoins nécessaires s'accommode assez mal d'un dernier élément de contexte, qui est l'affaiblissement de l'administration environnementale. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez difficile à chiffrer, donc j'ai quand même trouvé une manière de l'illustrer en prenant l'évolution de l'effectif dans la fonction publique d'État dans les services environnementaux. Donc j'ai le chiffre pour 2013-2014, et donc le nombre d'agents a baissé de 8,5%, et c'est de loin le domaine dans lequel le nombre de fonctionnaires a été réduit. Alors ça, c'est quelque chose qui ressort systématiquement des entretiens auprès de l'administration à différentes échelles. Et c'est perçu et vécu comme un problème pour une mise en œuvre correcte de la séquence ERC. Donc finalement, cette inflation des coûts organisationnels ne peut être actuellement assumée par les services de l'État dans le contexte de leurs moyens. Donc, en conclusion de ce premier point, on observe un décalage entre une compensation renforcée par les textes, qui doit répondre à une dynamique d'aménagement qui reste soutenue, mais avec un manque de moyens. Donc, c'est ce qu'on a qualifié de schisme de réalité en s'inspirant d'un terme proposé par Stéphane Haécout et Ami Dahan, qui travaillent dans un autre domaine. Ce sont des historiens des sciences qui travaillent sur les climats. Donc ce schisme de réalité, c'est pas inédit, enfin, c'est quand même quasiment une constante en fait, dans les politiques environnementales. Mais ça peut avoir des conséquences, et une d'entre elles, c'est de décrédibiliser la politique publique. Donc si je prends l'exemple des maîtres d'ouvrage, on voit que certains sont réticents à fournir des rapports de suivi et à donner le matériau pour un contrôle des mesures compensatoires, parce qu'ils savent que de toute façon l'administration va avoir du mal à le faire. Et puis du côté des acteurs environnementaux, ça décrédibilise l'outil aussi, puisqu'il a du mal à répondre à ces principes, ces principes forts qui sont pourtant rappelés par les textes. Voilà, et donc ce décalage entre la théorie et la pratique, on l'observe assez bien quand on s'intéresse de plus près à la mise en œuvre de la compensation, et qu'on voit qu'elle est guidée par un principe de réalisme qui va se décliner sous trois formes. Alors le premier, c'est un réalisme technique. Donc là, c'est l'idée qu'en fait, le niveau d'exigence vis-à-vis de la compensation va s'adapter, se cantonner à ce qui est perçu comme techniquement réalisable par l'ensemble des acteurs qui négocient entre eux, donc les services, les maîtres d'ouvrage, etc. Donc, bien sûr, il y a un consensus pour dire qu'il y a une augmentation de la qualité des dossiers, mais il en reste pas moins qu'en pratique, on voit qu'on va compenser plutôt des espèces très menacées localement. Donc ça avait déjà été montré par Baptiste Regnery en 2013, qui, en étudiant très précisément 85 dossiers de demande de dérogation, il montrait que les espèces en danger étaient compensées dans 85% des cas. En revanche, quand on passe aux espèces en préoccupation mineure, là, elles sont compensées dans à peine 25% des cas. Et puis un autre point, c'est qu'on va réaliser la compensation sur des sites souvent déjà naturels. Alors il y a des raisons, plusieurs arguments à ça, et j'en citerai que deux. Donc c'est pour assurer une certaine richesse biologique du site, et puis éviter un trop gros risque d'aménagement futur. Mais ça contrevient fortement au principe d'absence de perte nette, qui impliquerait plutôt de s'intéresser à des sites très dégradés. Deuxièmement, on observe un réalisme économique dans la mise en œuvre de la compensation. Ce qu'on entend par là, c'est que, en fait, en théorie, la compensation, si elle est trop complexe ou trop coûteuse, doit conduire à une révision, voire une abandon du projet. En fait, telle qu'elle est actuellement appliquée en France, on voit que les mesures compensatoires doivent être de nature à ne pas remettre en cause la faisabilité du projet. Donc finalement, le caractère incitatif de l'instrument reste assez faible. Et ça, c'est renforcé par ce qu'on a appelé donc, le réalisme politique, c'est-à-dire que le niveau d'exigence vis-à-vis des mesures compensatoires va dépendre du soutien politique du projet. Et on a eu d'assez nombreux témoignages de la part d'agents dans les services qui témoignent de pression exercée par le préfet ou par le directeur de l'ADREAL pour faire passer les dossiers de manière conciliante. Alors,
la menace de contestation... La menace de contestation des projets peut tendre à rééquilibrer la ressource politique en faveur donc, de dossiers plus exigeants pour éviter d'éventuels recours. Mais il faut quand même nuancer ce rééquilibrage dans un contexte d'affaiblissement des associations de protection de la nature en France. Alors en conclusion de ce deuxième point, on voit que finalement l'instrument apparaît comme un levier relatif... Oh, ben ça va. J'ai parlé vite, je crois. La compensation apparaît comme un levier relativement faible pour l'action et pour les acteurs et pour l'action environnementale. D'une part parce que voilà, une fois qu'on est dans l'application de cet instrument, on voit qu'elle se confronte à des contraintes techniques, politiques et économiques. Elle a un effet indirect d'affaiblissement des agents, des acteurs environnementaux public par effet de saturation des services. Et puis, bien qu'il y ait un consensus général pour dire que l'évitement est l'étape la plus importante, la compensation peut avoir un effet de substitution ou de concurrence vis-à-vis d'actions qui viennent travailler plus sur l'évitement des projets, voire en amont de l'évitement, donc au niveau de la planification des aménagements. Et cette concurrence, elle se joue à un niveau spatial, dans le sens où il y a des terrains, il y a des mesures compensatoires qui sont réalisées sur des terrains déjà naturels où la question de l'additionnalité se pose. Et surtout, elle est organisationnelle. Donc, comme je le disais, par effet de saturation des services, donc les agents ont du mal à assurer leur programme d'action sur d'autres politiques publiques comme la trame verte et bleue ou le classement d'espaces naturels, etc. Et puis, c'est un effet qui peut même s'étendre aux associations de protection de la nature lorsqu'elles s'investissent sur des actions relatives à la compensation, au détriment d'autres formes d'actions qu'elles menaient jusqu'alors, et qui pouvaient être plus sur justement la planification en amont et sur l'évitement. Donc, en conclusion, j'ai cherché à montrer que, évidemment, il y a une augmentation de la qualité des dossiers, du savoir-faire en matière de mesures compensatoires, mais la compensation reste limitée par des contraintes, notamment organisationnelles et politiques. Et du coup, pour sortir de cette pression, il me semble qu'on arrive à un moment où il faudrait reprendre les choses à l'endroit, par le bon bout, et mieux encadrer cette compensation écologique, notamment par un réinvestissement. Si on travaille avec des moyens très limités, il me semble qu'il y a un réinvestissement à faire au niveau de l'évitement des projets, voire au niveau de la planification. Et j'avais mis une petite illustration, c'est un schéma tiré d'un article de Martine Maron pour montrer que dans la communauté scientifique, il y a déjà plein d'éléments, plein d'outils qui développent cette démarche. Et j'aurais très bien pu aussi évoquer les travaux de Charlotte Bigard. Mais du coup, c'est un message qui s'adresse plus au pouvoir public en disant qu'on a bien conscience qu'on travaille en moyens limités, voire décroissants. Donc là, il faut arrêter cette fuite en avant sur la compensation écologique, mais reprendre les choses à l'endroit. Voilà, je vous remercie de votre attention.